comprendre les perspectives générales de l'exercice du pouvoir politique. Les dirigeants politiques ont beaucoup moins de pouvoir que ce que supposent les gens qui aiment s'adonner à la critique à leur égard, que ce que déclarent de même les opposants politiques qui rêvent d'arriver au pouvoir et qui essaient de s'attirer les votes de la masse, en essayant de convaincre la masse que les dirigeants politiques en poste sont des incompétents notoires ou des malhonnêtes notoires. Au passage, notons que les dirigeants politiques ont nécessairement de grandes difficultés à aimer la masse d'une manière générale, pour ne pas dire qu'ils développent nécessairement des tendances très fortes à des sentiments mitigés envers la masse. La masse attend des dirigeants politiques qu'ils exercent leur pouvoir conventionnel comme le feraient des êtres totalement en amour avec la masse. Et la même masse devient avec le temps une source de plus en plus virulente de critiques et de contestations envers les dirigeants politiques. Les dirigeants politiques étant essentiellement des hommes ordinaires exerçant des fonctions conventionnelles, leurs meilleurs sentiments sont nécessairement altérés avec le temps par cette dynamique malsaine. Et remplacés progressivement par quelques formes de sentiments mitigés envers cette masse qui ne comprend rien aux particularités du pouvoir politique, et qui ne se satisfait presque jamais de rien. Qu'est-ce que la masse, du point de vue des dirigeants politiques ? C'est l'ensemble des personnes qui ne détiennent aucun pouvoir social consistant. À l'exception du pouvoir de vote, qui n'est pas un pouvoir en réalité, n'en déplaise aux théoriciens du pouvoir de la masse. Aux yeux des dirigeants politiques, le pouvoir de vote n'est pas un pouvoir, il représente un bien volant qui flotte au milieu de la masse. Ce qui est un bien aux yeux du dirigeant politique, ce n'est pas l'individu, mais le bulletin de vote dont l'individu dispose. Et le dirigeant politique en campagne ou en exercice est naturellement intéressé à conquérir et à maîtriser la conservation de ce bien volant. Naturellement intéressé à l'idée d'en influencer ou d'en déterminer la couleur. Et les campagnes électorales ne sont rien de plus qu'une compétition dans laquelle il s'agit d'essayer de glaner autant de bulletins de vote que possible. Qu'est-ce qui limite, conditionne et influence l'exercice du pouvoir des dirigeants politiques ? Les dirigeants politiques doivent composer avec les autres hommes de pouvoir, les dirigeants des grandes banques commerciales, les dirigeants des grands fonds d'investissement, les milliardaires en tant que tels, les multimillionnaires en tant que tels, les dirigeants des grandes entreprises, les lobbies représentant les intérêts de grandes entreprises, etc. Puis les dirigeants des grands partis politiques, les dirigeants des grandes organisations non gouvernementales, les dirigeants des grandes fondations, les leaders des grands syndicats, les dirigeants des grandes religions, les dirigeants des grandes organisations spirituelles, les célébrités ayant d'innombrables fans, etc. La masse en tant qu'ensemble vague des gens qui n'ont individuellement aucun pouvoir social consistant, n'a aucun pouvoir en tant que masse, en tant que masse, en tant que peuple, en tant que population. Le nombre en lui-même n'a aucun pouvoir social consistant, le pouvoir consistant du nombre se constitue progressivement avec les partis politiques de quelque taille avec des dirigeants, les associations de quelque taille avec des leaders, les mouvements identifiés de quelque taille avec des leaders, etc. Et de grâce, des internautes isolés qui viennent s'agiter sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet, avec quelque audience mais sans diriger, ou sans représenter explicitement et directement aucune organisation structurée ou aucune association structurée, ne font rien de plus qu'engriser l'atmosphère déjà très immature des réseaux sociaux et d'Internet. Techniquement, les réseaux sociaux et l'Internet permettent de se constituer potentiellement quelques degrés d'audience. Mais une audience n'est justement pas une organisation ou une association. Une audience n'a aucun pouvoir social consistant en tant qu'audience, elle est là pour applaudir ou pour huer selon ses humeurs. Les dirigeants politiques doivent composer avec les autres hommes de pouvoir. Et dans les réunions, les discussions et les négociations entre les dirigeants politiques et les autres hommes de pouvoir, dirigeants des grandes banques, des grands fonds d'investissement, des grandes entreprises, des grandes religions, etc. Détenteurs de grandes fortunes, de grands patrimoines d'actifs, etc. Dans ces réunions, discussions et négociations, les dirigeants politiques n'ont pas toujours l'avantage. Ils doivent bien souvent reculer sur certains points, accepter certains compromis, concéder certaines choses, se plier parfois à certaines conditions, accéder à certaines demandes. Ces rencontres entre dirigeants politiques et d'autres hommes de pouvoir ne sont pas des rencontres dans lesquelles les dirigeants politiques dicteraient des ordres aux autres hommes de pouvoir, ce sont des négociations. Et plus les hommes de pouvoir en face ont du pouvoir, plus les négociations sont à leur avantage. Au point où des hommes de pouvoir suffisamment puissants peuvent littéralement dicter des ordres aux chefs d'État et au gouvernement. Le pouvoir des dirigeants politiques consiste essentiellement dans le pouvoir conventionnel de gérer l'argent de l'État. De le gérer pour faire tourner les structures publiques et parapubliques, pour résoudre les problèmes publics et parapublics, et pour investir dans les projets publics et parapublics. La société étant ce qu'elle est, un ensemble d'individus imparfaits, dont beaucoup sont immatures. Ce qui donne un ensemble de groupes imparfaits de quelque nature, dont beaucoup sont immatures. Il y a nécessairement, une dynamique de problèmes incessants, appelant une dynamique de recherche de solutions et d'efforts de projets. Or, tout cela requiert de l'argent. Et aucun État n'a suffisamment d'argent pour financer sa maintenance générale, le traitement de ses problèmes et la réalisation de ses projets. L'argent, c'est l'essence du pouvoir social. Et pour un État c'est le pouvoir de faire toutes sortes de choses.
d'augmenter la capacité des hôpitaux, de faire avancer la recherche médicale, d'augmenter la capacité des facultés de médecine, de renforcer la lutte contre l'insécurité, de renforcer les aides sociales, de développer le secteur de l'éducation, de construire de nouvelles autoroutes, d'augmenter les subventions dans l'agriculture, etc. Qu'est-ce qu'un chef d'État ? C'est quelqu'un qui sait mieux que quiconque que l'État manque d'argent, que l'État a besoin d'argent, et donc que l'État a besoin de négocier avec les autres hommes de pouvoir. Qu'est-ce qu'un ministre ? C'est quelqu'un dont on demande qu'il fasse des merveilles, avec un budget ministériel qui est souvent 10 fois moindre que les fonds nécessaires pour résoudre le 10e des problèmes les plus urgents et les plus épineux. Au-delà de la dignité protocolaire des hautes fonctions de dirigeants politiques, les dirigeants politiques sont des gens qui gagnent assez d'argent pour vivre individuellement dans une belle aisance financière et matérielle, mais dont les structures, qu'ils dirigent, n'ont jamais assez de budget pour faire le 10e de ce qu'il faudrait faire. Et qui doivent constamment choisir ce qu'il faut délaisser et ce qu'il faut financer. Et donc qu'il faut satisfaire et qu'il faut frustrer. Car il est impossible de satisfaire tout le monde. Notons un dernier point dans cet éclairage. La classe sociale aisée, des personnes aisées, et la classe sociale des riches, sont à peu près imperméables aux effets de la gestion de l'État par les dirigeants politiques. Voire même que ces classes sociales supérieures savent tirer profit des soubresauts de la société et des décisions austères des dirigeants politiques. La classe moyenne haute pâtit plus ou moins modérément en partie des décisions austères, nommons-les ainsi, des dirigeants politiques. Mais c'est surtout la classe moyenne ordinaire et la classe pauvre qui pâtissent brutalement ou violemment des décisions austères. Les syndicats et les associations sont là pour essayer de défendre les intérêts de la classe moyenne et de la classe pauvre. Les partis politiques essaient de se rendre capables de capter les votes de la classe moyenne et de la classe pauvre. Puisque ces classes sont plus volumineuses que la classe aisée et que la classe des riches. Une fois que les leaders de partis politiques ont accédé au pouvoir politique, et sont donc devenus des dirigeants politiques, ils se retrouvent confrontés à la réalité de l'exercice du pouvoir politique, avec ses limites budgétaires et ses négociations avec les autres hommes de pouvoir, dont certains ont entre leurs mains, du fait de leur fortune, de leurs entreprises et de leurs banques, plus de pouvoir que des chefs d'État.